Le vent sec du matin fouettait le terrain d'exercice, chargé de poussière et d'échos métalliques. On aurait pu croire à une simple séance de drill, rangée de cadets en sueur, cris d'instructeurs, bottes frappant le sol à l'unisson. Mais ce jour-là, quelque chose d'invisible vibrait dans l'air, comme une tension électrique prête à rompre. « Hé, regarde là, la recrue modèle !» ricana une voix derrière la ligne. Un rire collectif suivi, gras, mal contenu. Dana ne réagit pas. Son regard restait fixé droit devant, rigide, concentré, presque impassible. Elle ne portait aucun insigne, juste un uniforme neutre, un badge de stagiaire de commandement. Officiellement, elle n'était qu'une observatrice civile, attachée temporairement au Fort Branson Training Academy pour évaluer la cohésion d'unité. En réalité, elle observait bien autre chose, le vernis craquelé d'une génération de soldats, trop sur d'eux. Avant de commencer, écrivez votre ville ou votre pays en commentaire, likez cette vidéo et abonnez-vous pour suivre toutes nos prochaines histoires. Le soleil cognait. Le capitaine de section venait à peine de tourner le dos que le plus grand du groupe, un blond nerveux au visage juvénile, sortit un pistolet d'entraînement, un Glock bleu, sans chargeur, modèle factice pour exercice moot. Il le brandit en riant. « On dit qu'elle a été SEAL, tu crois à ça, toi ?»« Elle ?» lança un autre, moqueur. « Elle a plus l'air d'une prof de yoga que d'un raider. » Dana ne broncha toujours pas. Son silence les irritait. Dans ce monde d'hommes où le bruit imposait la hiérarchie, son calme était une gifle. « Trop effrayée pour me regarder en face ?» lança le cadet, un sourire en coin. Elle tourna enfin la tête. Lentement, son regard, d'un gris d'acier, se planta dans le sien. Un instant suspendu. Le rire s'étouffa à mi-chemin dans les gorges. Mais lui, grisé par le soutien de ses camarades, poussa le jeu plus loin. Il approcha le pistolet jusqu'à effleurer sa tempe. Alors, Chief, toujours zen, un éclat de rire général, nerveux, sec, brisa le silence. Les bottes frappèrent tout le sol, certains encourageaient « Vas-y, déclenche le tir !» Elle ne bougea pas. Pas un battement de cils, pas une respiration plus forte. Dans le calme absolu, son esprit se mit en marche. Les secondes s'étiraient comme des mètres de corde. Position du bras, basse, vulnérable, poignet détendu, angle exposé. Ses yeux évaluèrent la distance, 40 cm, moins d'une demi-seconde d'action. Elle compta. 3, 2, 1. Le monde bascula, une explosion de mouvement. Son bras gauche pivota, bloqua le poignet du cadet, coude droit tranchant vers le point de pression radiale. L'arme tomba sans qu'aucun des témoins ne comprenne comment. Une fraction de seconde plus tard, le garçon était à genoux, le visage écrasé dans la poussière, le bras verrouillé derrière son dos. Le bruit de la chute claqua comme un tir réel. « Tu penses encore que c'est un jeu ?» murmura-t-elle, sa voix calme mais glaciale. Personne ne répondit. Même le vent semblait s'être arrêté. Elle relâcha la pression, le laissa se relever, titubant, honteux. Ses camarades reculèrent d'un pas, incertains. Dana se redressa, ramassa le pistolet d'entraînement et le tint du bout des doigts. « Ça, dit-elle, c'était une arme en plastique. Si ça avait été une vraie, tu serais mort avant d'avoir fini ta phrase. » Silence. Le cadet fixait le sol, les yeux humides. « Vous riez de la discipline, reprit-elle. Vous croyez que le service, c'est une farce. Vous croyez qu'un uniforme, c'est un costume. » Ces mots frappaient comme des coups. Chacun pesait une vérité qu'il n'avait jamais entendue aussi nue. Nos ennemis, eux, ne rient pas. Ils observent, ils attendent, et quand vous baissez la garde pour une blague, ils tirent sans prévenir. J'ai vu des camarades mourir pour une erreur de 3 secondes. Vous venez d'en commettre une qui vous aurait tous enterrés. Le souffle court, personne n'osait bouger. « Commandant » balbutia un jeune cadet. « On ne savait pas qui vous étiez. » « Vous n'aviez pas besoin de le savoir, répondit-elle. Vous deviez juste respecter l'uniforme, quel que soit celui ou celle qui le porte. Les mots s'enfoncèrent comme une lame dans le silence collectif. Un à un, les rires s'éteignirent, les regards baissèrent. Elle fit un pas en avant, ramassa son carnet, l'ouvrit, nota quelque chose d'un trait sec. Exercice terminé. Nettoyage du terrain. Formation au stand de tir dans 15 minutes. Elle tourna les talons, laissant derrière elle un sillage de silence et de honte. Mais en s'éloignant, elle le sentit. Le regard du cadet qu'elle avait désarmé, brûlant dans son dos entre humiliation et rancune. Et dans ce regard, elle reconnut quelque chose qu'elle connaissait trop bien.
la graine d'un conflit plus profond. Ce jour-là, sur le terrain de Fort Branson, personne ne rit plus. Et pour la première fois depuis longtemps, Dana Miles comprit que sa mission ne serait pas qu'un audit. C'était un champ de bataille, et la guerre venait de commencer. Le lendemain matin, Fort Branson paraissait étrangement silencieux. Le vent balayait la poussière entre les baraquements, emportant avec lui les derniers échos du scandale de la veille. Les cadets marchaient au pas, raides, trop concentrés sur la ligne de leurs bottes pour oser croiser son regard. Dana observa la scène depuis le seuil du hangar d'entraînement, bras croisés, visage fermé. Rien n'avait changé. Et pourtant, tout avait changé. Dans le mess, les conversations se coupaient net quand elle entrait. Les regards glissèrent sur elle comme sur une lame trop affûtée. À présent, elle n'était plus l'inconnue en uniforme gris. Elle était devenue le rappel vivant d'une humiliation publique, d'un ordre moral qu'aucun d'entre eux ne maîtrisait encore. Le capitaine de section, un homme sec au crâne rasé, vint la trouver après le déjeuner. « Vous avez fait du zèle hier, Miles. Les cadets sont secoués. » Elle soutint son regard. « Ils devraient l'être. C'est le seul moyen de comprendre la gravité de ce qu'ils portent à la ceinture. » Il fronça les sourcils. « Vous êtes ici pour observer, pas pour les briser. » Les briser ? Non. Les préparer à ne pas mourir pour une plaisanterie ? Oui. Il voulut répliquer, puis se ravisa. Il savait qui elle était, lui. Son dossier avait traversé 3 bureaux du commandement avant son affectation temporaire. Son rôle officiel, évaluer la cohésion d'unité et les comportements de groupe en contexte de stress. Son rôle réel, déceler les fractures internes avant qu'elles ne coûtent des vies. Cette fracture, elle la voyait déjà. Elle s'insinuait dans les gestes, les mots, les silences, dans les regards que certains lui lançaient quand elle passait dans le couloir, mi-méprisant, mi-craintif. Le soir même, elle traversa le dortoir des cadets sous prétexte d'un contrôle de matériel. Le vacarme se tut aussitôt. 20 pères Dieu fixèrent leur lit impeccablement fait. « Repos », dit-elle simplement. Elle prit le temps d'observer les moindres détails. Les lits étaient tirés avec une rigueur forcée, presque nerveuse. Les casiers brillaient. L'ordre était impeccable, trop impeccable. Derrière cette perfection se cachait la tension. « Joli travail, messieurs. J'espère que votre discipline n'est pas qu'un décor. » Un rire discret s'échappa du fond de la pièce. Elle se tourna lentement. Un cadet, petit, au visage tacheté de rousseur, essayait de se faire oublier. « Quelque chose de drôle, soldat ? » ?»« Non, commandant, balbutia-t-il. »« Bien, parce que le respect, ce n'est pas un réflexe, c'est une habitude, et la vôtre a besoin d'entraînement. » Elle continua son inspection, s'arrêtant près du lit du blond, le même qui, la veille, avait braqué le pistolet. Le drap était tiré au cordeau. Le fusil d'entraînement reposait sur la table, verrou ouvert. Il ne la regardait pas. « J'espère que tu as réfléchi, » dit-elle sans le nommer. « Oui, chef. »« Et ? J'ai eu tort. »« Non, tu as eu de la chance. » Elle passa à côté de lui sans s'attarder. Elle savait que l'humiliation était un feu lent. Elle consumerait sa fierté jusqu'à ne laisser que des cendres ou une force nouvelle. Reste à savoir laquelle prendrait. Les jours suivants, elle les observa travailler. En terrain libre, dans les exercices de manœuvre, dans la poussière et la sueur, elle notait tout. Le manque de rigueur, les automatismes mal acquis, et surtout, ce qu'ils ne disaient Mamjesi pas. Elle repéra rapidement les 3 meneurs. Le blond, nommé Rowe, charismatique et insolent. Son ami Dunbar, plus discret mais rusé. Et un 3e, Rodriguez, toujours prompt à transformer chaque remarque en blague. Face à eux, un autre profil attira son attention. Un jeune homme méticuleux, calme, presque trop sérieux. Rook, son nom de code, il ne riait jamais, mais écoutait toujours. À la pause de midi, elle le vit réparer le verrou de son fusil, pendant que les autres plaisantaient bruyamment autour des tables. « Vous êtes le seul à entretenir votre arme hors inspection, » observa-t-elle. « Mon père disait, ce qu'on néglige finit toujours par se venger. » Elle hocha la tête. « Votre père était militaire. »« Non, mécanicien, mais il comprenait les armes mieux que la plupart des officiers. » Elle esquissa un sourire imperceptible. Ce genre de discipline silencieuse valait 1000 discours. Le soir même, elle nota dans son rapport « Section Delta. Forte disparité de maturité, 3 éléments dominants, comportement de meute, risque de dérive collective si absence d'autorité ferme. » Mais ce qu'elle n'écrivit pas, c'est ce qu'elle ressentait. Une tension sourde, presque animale, qui rôdait dans l'air.
Quelque chose dans leur regard, leur ironie nerveuse, annonçait que la leçon du pistolet n'avait pas suffi. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle terminait ses notes dans la lumière crue du bureau des instructeurs, elle entendit un bruit derrière la cloison. Un éclat de rire étouffé, un murmure. Des voix masculines, basses, méprisantes. Nab, la vieille fait sa loi, tu parles d'un exemple. Je parie qu'elle n'a jamais tiré un vrai coup de feu. T'inquiète, on va la faire redescendre bientôt. Dana ferma lentement son carnet. Aucun muscle de son visage ne bougea, mais dans son esprit, la carte du terrain prenait déjà forme. Il n'avait pas compris. Pas encore. La 3e semaine du programme débuta sous un ciel bas et plombé. Une bruine fine noyait les contours du fort Branson, transformant la terre en une pâte brunâtre où les bottes s'enfonçaient à chaque pas. C'était le jour de la Field Evaluation Alpha, l'un des exercices les plus redoutés du cycle, tactique de terrain, extraction simulée et coordination sous stress. Le genre de journée où les masques tombent. Dana s'était levée avant l'aube. Son uniforme trempé collait déjà à ses épaules. Autour d'elle, les cadets s'agitaient, chargés de matériel, armés de fusils d'entraînement. L'air vibrait de nervosité et de rivalité. Le sergent instructeur beuglait les ordres. Section Delta, formation en carré. Les voix répondaient en chœur, mais Dana perçut les microsecondes d'hésitation entre les rangs. Le doute s'était insinué. Elle s'avança parmi eux, carnet à la main. « Avant de vous enfoncer dans la boue, je veux une chose claire, dit-elle. Ce que vous allez faire ici, c'est ce qu'on appelle une simulation tactique. Mais dans ma carrière, j'ai vu des simulations qui tuaient. Pourquoi ? Parce que des enfants se prenaient pour des soldats. Un silence tendu. Des yeux qui la fuient, d'autres qui la défient. Elle continua. Vous êtes évalués sur 3 choses, sécurité, communication et sang-froid. Le reste, c'est du théâtre. Faites immense du bruit si vous voulez impressionner, mais sachez que dans la vraie vie, c'est le silence qui sauve. Puis elle les laissa partir. Le peloton s'enfonça dans la forêt détrempée, formant des binômes. Dana suivait à distance, notant les déplacements, les ordres transmis, les erreurs de trajectoire. Rook, comme toujours, appliquait les protocoles à la lettre. Rove, lui, cherchait à prendre la tête, ignorant les consignes radio, improvisant. Dunbar plaisantait, Rodriguez filmait discrètement la marche sur son téléphone, malgré l'interdiction. Chaque pas confirmait ce qu'elle craignait. Ces garçons confondaient encore audace et indiscipline. Un signal retentit dans les oreillettes. Contact visuel simulé, position nord-est. Rowe répondit avant même que l'ordre ne soit donné. Reçu, on avance en ligne. Erreur. L'approche était trop large, trop bruyante. Dana observa à travers ses jumelles. Les silhouettes se dispersaient, rompant la formation, chacun voulant être le premier à abattre l'ennemi fictif. Un tir à blanc claqua, puis un second, trop proche. Une rafale désordonnée de sons métalliques, cris confus. « Stop !» hurla-t-elle dans le micro. « Stop, sécurité !» Mais le chaos dura encore 5 secondes de trop. Quand elle arriva sur la position, 3 cadets gisaient dans la boue, visage éclaboussé. Un 4e tenait son arme tournée dans la mauvaise direction. « Rangez-moi ces jouets immédiatement !» aboya-t-elle. Les respirations haletaient, les yeux baissés. Elle posa son regard sur Rowe. « C'est toi qui as donné le signal d'avance ?»« Oui, chef. »« Et qui t'en a donné l'ordre ?»« Personne. C'était une opportunité tactique. »« Une opportunité de quoi ? De tuer ton camarade ?» Il baissa la tête, mâchoire serrée. Autour, personne n'osait parler. « Je vais vous apprendre quelque chose, » reprit-elle, sa voix plus basse. « Dans une unité, l'ennemi n'est pas toujours en face. Parfois, il porte le même uniforme que vous. Et il suffit d'une seule personne persuadée de savoir mieux que les autres pour que tout s'écroule. » Elle ordonna un repli immédiat. L'exercice fut suspendu. De retour à la base, le sergent instructeur fulminait. « Vous sabotez mon programme, Miles. Ils étaient prêts pour ce test. »« Prêts ?» siffla-t-elle. « Ils viennent de se tirer dessus avec des armes non sécurisées. Si c'était un vrai terrain, j'aurais 3 cercueils à remplir. » Elle posa le carnet sur la table, ouvert à une page couverte d'annotations. Confusion de commandement. Aucune discipline radio, réaction émotionnelle, agressivité latente. « Ce n'est pas un problème d'entraînement, sergent. C'est un problème de culture. » Le mot claqua. Culture. Le sergent fronça les sourcils. « Vous voulez dire leur comportement ? Je veux dire qu'ils confondent la force et la domination.
et qu'ils pensent qu'une femme dans un uniforme est une provocation, pas un exemple. Il détourna le regard. Elle savait qu'il comprenait, et qu'il n'oserait pas le dire à Wormwood à haute voix. Plus tard, alors que la base s'assoupissait, Dana resta seule sur le terrain. La pluie s'était arrêtée. La terre exhalait une odeur de métal et de poudre. Elle revoyait les silhouettes tremblantes dans la brume, les ordres ignorés, les gestes nerveux. « Tu ne peux pas les sauver tous, » pensa-t-elle, « mais tu peux leur apprendre à se sauver eux-mêmes. » À cet instant, un bruit de bottes approcha. Rook, silhouette mince, s'arrêta à quelques mètres. « Commandant, je voulais juste dire merci pour tout à l'heure. Vous avez arrêté Rowe avant que ça tourne mal. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est ton calme. Tu as gardé la ligne. » Il hésita. « Les autres disent que vous êtes là pour les piéger. » Elle eut un sourire froid. « Non, Rook, je suis là pour les réveiller. Et parfois, ça fait mal. » Le jeune homme hocha la tête et s'éloigna. Dana leva les yeux vers les drapeaux trempés qui claquaient faiblement au vent. Le fort Branson n'était plus un centre de formation. C'était un test de loyauté. Et la vraie épreuve ne faisait que commencer. Les sabotages commencèrent par de petites choses, presque des riens, qui, mis bout à bout, parlèrent d'une intention. Une paire de bottes disparut la veille d'une marche de nuit. Un chargeur, retrouvé sans cartouche dans l'étui, comme si quelqu'un l'avait glissé hors du sac. Une batterie de talkie qui rendait l'âme au milieu d'un briefing, alors que tout avait été vérifié 30 minutes plus tôt. Des détails qui, pris isolément, semblèrent à la maladresse d'un groupe fatigué. Empilés, ils dessinaient une ligne droite vers la négligence organisée. Dana nota tout. Elle avait vu trop de petites coïncidences devenir des catastrophes. Alors, au lieu de paniquer, elle observa. On ne pouvait pas punir ce qu'on ne pouvait pas prouver. On ne pouvait pas former une culture sur des soupçons. Il fallait des preuves. Et pour les obtenir, elle transforma le terrain en piège méthodique. L'armurerie était petite, un local en béton à l'odeur de métal et d'huile. Les coffres fermaient mal, les pinces s'éparpillaient. Les gars y passaient comme chez eux. Dana s'y rendit par une après-midi grise, demandant à faire un inventaire surprise. L'instructeur d'armes, un homme carré, aux épaules larges et aux yeux qui évitèrent le sien, leva un sourcil, mais acquiesça. Il n'y avait rien de plus embarrassant que de laisser un officier vérifier le stockage. Et pourtant, l'homme accepta, trop confiant. Elle sortit un petit flacon de peinture UV de sa poche, une trouvaille discrète achetée pour marquer du matériel en mission. Sous une lumière normale, rien. Sous une lampe noire, des arabesques lumineuses sur le métal. Elle marqua les chargeurs, les poignées des pistolets d'entraînement, la sangle de la radio. Elle grava aussi les numéros de série au feutre indélébile sous la culasse. Les cadets, dans leur confiance, n'auraient jamais vérifié ces détails. Les saboteurs, eux, prendront ce matériel pour jouer. Ensuite, elle augmenta les rondes à l'extérieur, mais ses pas restèrent mesurés, les gestes contrôlés. Pas de leçons publiques, pas d'humiliation supplémentaire. Elle voulait connaître l'ennemi qu'elle ne voyait pas. S'il était camouflé parmi eux, il devait agir comme l'un des leurs. Qui avait accès à l'armurerie en dehors des heures? Qui connaissait les routines de maintenance? Qui aimait jouer des tours? La réponse vint en fragments. Un jour, Dunbar s'attarda près de la caisse à outils, trop longtemps, l'air détaché. Un autre soir, Rodriguez fut surpris en train de démonter un verrou du casier d'un camarade, prétextant un test. Un téléphone, trouvé par terre près du stand de tir, contenait une vidéo tournée en secret. Rowe, au mess, gloussant avec un groupe, parlait de ajuster l'épreuve de nuit pour voir qui tient. La séquence était courte, filmée en contre-plongée, mais suffisante. Les rires, le ton, la certitude de l'impunité, tout y était. Pourtant, Dana fit semblant d'ignorer la vidéo. Elle la sauvegarda, la transféra sur un disque chiffré, puis fit son rapport 3e étage, sans crier. Elle savait que montrer l'image provoquerait des confrontations inutiles et ferait tourner l'affaire en clash public. L'objectif n'était pas d'humilier toute la promo, mais d'isoler les instigateurs et d'empêcher l'escalade. Les rumeurs, elles, firent leur travail en coulisses. Dans le mess, un groupe de cadets murmurait que Dana enjolivait son passé. Elle dit qu'elle était raider, mais qui dit vrai? Lançait l'un. D'autres, plus mesquins,
prétendait qu'elle était une mère d'armes envoyée par des bureaucrates pour briser la culture. Quelqu'un, plus inventif, la surnomma la taupe. Chaque murmure était un couteau lent. Dana inséra ces mots dans son carnet sans répondre. Les rumeurs, comme les sabotages, trahissaient une tentative de déstabilisation. Si on l'isolait, on affaiblissait la mesure. Le saboteur suivant monta d'un cran. Lors d'un exercice de tir, plusieurs chargeurs marqués par sa peinture UV furent retrouvés vides sur le pas de tir, alors que leur case affichait un marquage différent. Sous la lampe noire, la peinture brillait au mauvais endroit. Un doigt, une trace sur l'agrafe, comme une empreinte laissée par un maniaque du détail. Elle attrapa le chargeur, l'examina, nota un éclat de métal sur la languette. Un outil avait servi à forcer l'étui. La maladresse trahissait la précipitation d'un jeune homme qui croyait agir intelligemment. Elle convoqua l'équipe d'armement pour une inspection volontaire. Leur gêne, palpable, laissait filtrer un malaise hivernal. Ils ouvrirent tous leurs casiers, fouillèrent, se regardèrent. Personne n'avoua rien. Mais sous la lampe noire, la vérité brillait. Des traces de peinture UV sur les paumes de certains. Des micro-traces sous le talon d'un gant photographié dans l'urgence. Pas assez pour une accusation en justice militaire, mais suffisant pour pointer des suspects. Elle parla avec le sergent, calmement, évoquant la nécessité d'une surveillance renforcée et d'une rotation d'accès. Le sergent acquiesça, à contre-cœur. « Cela fera des histoires, grommela-t-il, et des rancœurs. »« Les rancœurs tuent, répliqua-t-elle. Les histoires, on s'en remet. » La rumeur prit une autre forme. Quelqu'un trouva un pli glissé sous la porte du bureau des instructeurs. Une feuille, mal découpée, pleine de menaces voilées. « On sait que tu n'es pas qui tu prétends. On sait où sont tes failles. Les vrais soldats n'aiment pas les imposteurs. » Le ton était adolescent, mais la promesse était lourde. Dana plia le papier, le rangea. Elle sentait la source, un groupe cherchant à intimider par l'anonymat. Elle intervint autrement. Elle organisa un atelier discret sur la sécurité des armes. Pas une conférence moralisante, mais un atelier technique où l'on démontrait comment vérifier les numéros de série, comment repérer un chargeur trafiqué, comment gérer une anomalie en plein exercice. Elle fit venir un réparateur externe, un ancien armurier civil qui parla en termes d'outils et de métal. Les cadets s'y présentèrent par devoir, certains par curiosité. L'armurier démonta des étuis, montra des méthodes de falsification. Les yeux des cadets se posèrent sur le blond, Rove, mais il resta mutique. Ce que Dana voulait, au-delà des preuves, c'était la déconstruction d'un mythe. Que la supériorité se prouvait par la force et l'humiliation. Elle voulait substituer un autre récit, la vigilance, la procédure, la confiance mutuelle. Les gestes techniques étaient des leviers. En les imposant, elle imposait aussi une discipline mentale. Un soir, alors qu'elle refermait le registre des incidents, Rook entra et posa un carnet devant elle. « J'ai trouvé ceci », dit-il simplement. C'était des calculs, des horaires, des remarques griffonnées. Batterie X enlevée 2200 de 2030. Ronde 2130 inexistante. Radio test 2305. Des notes de surveillance faites par un cadet trop attentif pour être considéré comme neutre. Rook avait compilé ses observations sans en parler. « Tu risques ta peau avec ça », murmura Dana. « Je préfère savoir qui pense que la nôtre est une blague », répondit-il. Elle le regarda un long moment. L'alliance se formait en silence. Les preuves, bien qu'encore fragmentaires, se rassemblaient comme des flocons prêts à s'agglutiner. Et dans les baraquements, les rumeurs continuaient de courir, traçant des sillons invisibles. Quelqu'un murmurait maintenant que la taupe était en fait un test de commandement. D'autres juraient qu'un procès de l'honneur approchait. Le fort Branson retenait son souffle. Dana, elle, sourit sans joie. Les petites pièces bougeaient. Bientôt, tout se mettrait en place. Ou tout se briserait. La nuit tomba comme une chape humide sur Fort Branson. Les projecteurs coupaient des îlots de lumière dans la forêt, mais la plupart du parcours restait avalé par l'obscurité. L'exercice de nuit était conçu pour ça. Extraire un blessé, traverser un village déserté, maintenir la communication quand les sens se trompent. C'était le moment où la fatigue crevait les plus sûrs d'eux-mêmes. La section Delta partit en file indienne, lampe frontale tamisée, communication chuchotée dans les oreillettes. Dana suivait en queue, observatrice mobile, prête à corriger la trajectoire si nécessaire.
Le brouillard rendant les silhouettes flottantes, chaque ombre prenait l'allure d'une menace. Les cadets avançaient en posture crispée, certains trop tendus, d'autres trop confiants. À mi-parcours, un signal d'alerte retentit. Illumination hostile, secteur nord-est. Les consignes exigeaient une mise en sécurité immédiate. Se regrouper, établir des points de couverture, couper les liaisons non essentielles. Rowe, fidèle à son impulsivité, fit le contraire. Il ordonna une progression rapide vers le point lumineux, persuadé que la meilleure défense était l'attaque. La formation se distendit. Dans la brume, un rayon laser s'alluma, vert, perçant, balayant la canopée. Un faisceau trop brillant signale presque toujours un marqueur d'identification ou un simulateur mal utilisé. Ici, il servait plus dangereusement. Désorienter un opérateur et produire des prises de décision hâtives. Un tir blanc explosa, puis un deuxième. Le son se répercuta différemment, trop près, trop désordonné. Dana n'hésita pas. Elle cria dans sa radio « Stop, stop, sécurité !» Mais Rowe avait déjà engagé. Les cadets, embrassés par l'adrénaline, avaient compris qu'il fallait faire quelque chose. Un homme chuta en avant. Rook, son pied pris dans une racine glissante, sa lampe frontale partie au sol, le nez fissuré. Dans l'obscurité, un canon se leva, pointant instinctivement dans une mauvaise direction. Dana fondit. Une impulsion sèche, elle saisit le bras du tireur, pivota, prit le pas entre la bouche du canon et Rook. Le claquement sourd du métal contre son gilet résonna dans la nuit. Elle sentit la chaleur de l'arme, l'odeur d'huile, l'odeur plus subtile de peur. Un coup pouvait partir. Elle le détourna d'un geste précis, clinique. « Position !» hurla-t-elle, enfonçant son épaule dans le dos du tireur. Le canon se braqua sur le sol. Le silence retomba, mais la menace restait. Rook, groggy, se releva. Ses yeux cherchaient à dire quelque chose qui n'existait plus. Un repère, une sécurité. Dana tapa 2 fois sur son casque pour le ramener à lui. Respire. Vise le sol, pas ton frère, pas comme ça. Lorsque l'équipe se remit en ordre, Dana fit l'inventaire. Radio morte sur une fréquence, marqueur laser sur un angle inhabituel, chargeur mal inséré dans le fusil de Rook. Quelqu'un avait voulu provoquer la confusion. Un faisceau pour détourner l'attention, une note de panne pour isoler la cible. Mais qui aurait intérêt à ce que Rook soit pris au piège ? À la lisière, une balise de détresse fut déclenchée, volontairement, pensa Dana. Elle rappela l'équipe à couvert, puis fit rassembler les logging panels. Heure, position, enregistrement. Elle sut immédiatement qu'il ne s'agissait plus d'un simple étourdissement de jeunesse, mais d'une manœuvre préméditée. La balise, selon le protocole, n'aurait dû être activée que par un officier après vérification. Ici, elle avait été manipulée. La remontée au camp fut silencieuse. Les visages étaient transfigurés par la fatigue et une conscience nouvelle. Ils avaient frôlé la catastrophe. Rowe baissait la tête, moins arrogant qu'avant. Dunbar murmurait des excuses sans conviction. Rodriguez prétendait que quelqu'un avait branché la balise depuis l'extérieur, comme une blague d'opération. Dana ne laissa pas la conversation dérailler. Elle prit les enregistrements, les sauvegarda, imposa un confinement des appareils. Puis, avant l'aube, elle rédigea son premier rapport formel. Description des événements, anomalies radio, preuves matérielles, traces UV, marqueurs, importation d'un rayon laser non autorisé, témoignages préliminaires. Le document était sobre, factuel et portait la gravité d'un acte préparé. Elle le transmit au commandement avec copie au sergent instructeur. Sa signature n'était pas celle d'une inquisitrice, mais d'une officière qui avait vu trop de jeux tourner à l'horreur. Le message était clair. Il y avait une tentative d'ingénierie de l'échec, et elle exigerait des réponses. Dans les heures qui suivirent, les cadets se rassemblèrent d'elle pour le débriefing. Dana parla sans colère, mais sans indulgence. « Ce que vous avez vécu n'était pas un incident isolé, » dit-elle. « Quelqu'un a essayé de vous manipuler pour provoquer un mauvais tir. Ce n'est pas de l'esprit d'équipe. C'est de la mise en scène. Et ça tue. » Les regards se croisèrent. Certains évitèrent les siens, mais d'autres, comme Rook, la fixaient avec une reconnaissance mêlée d'effroi. Le lieutenant du matin, appelant le commandement, confirma la réception de son rapport. L'enquête était ouverte. Quand elle quitta la salle, le matin pommelé par la pluie, Dana sentit un basculement. La situation avait cessé d'être une simple affaire de discipline.
Elle venait d'allumer une mèche que d'autres pourraient craindre d'approcher, mais la flamme, désormais, brûlait avec la promesse de lumière ou le danger d'une explosion. Le lendemain, la base entière semblait retenir son souffle. Le commandement avait répondu à son rapport plus vite qu'elle ne l'espérait. Procéder à une vérification interne, ne pas divulguer le contenu avant entretien formel. Autrement dit, garde le silence, ménage les apparences. Mais les apparences à Fort Branson se fissuraient déjà. Le sergent instructeur entra dans son bureau en claquant la porte. Son visage crispé portait ce mélange de colère et de peur qu'on voit chez ceux qui savent que la tempête vient d'en haut. « Vous n'aviez pas le droit d'envoyer ça sans passer par moi, » lança-t-il. Dana leva les yeux, calme. « Je vous ai copié. Vous avez choisi de ne pas lire. Vous croyez faire justice, mais vous mettez toute l'unité en danger. Non, sergent, je la sauve d'elle-même. » Elle posa sur la table un dossier plastique, scellé, photos des chargeurs marqués, log d'armes, rapport de maintenance, balises falsifiées. Le sergent regarda sans toucher, comme si les papiers brûlaient. « Je ne veux pas savoir, » murmura-t-il. « Trop tard. Vous savez déjà. » Ils se fixèrent un moment. Puis elle sortit calmement une enveloppe scellée, un ordre signé du commandement supérieur autorisant l'inspection indépendante de la section Delta. Le sergent pâlit. « Qui a signé ça ?»« Brigadier Wallace, » répondit-elle, et il a joint une mention « Coopération obligatoire ». Il voulut protester, mais la guerre administrative était déjà perdue. L'après-midi même, Dana réunit la section dans le hangar principal. Les visages étaient tendus, les bottes serrées, la sueur froide. « Cet entraînement est suspendu », annonça-t-elle. « Inspection d'armement et de communication. Vous présenterez tout votre matériel, complet et fonctionnel. » Des murmures parcoururent la ligne. « Commandant, » protesta Rowe, « c'est une humiliation collective. » « Non, soldat, c'est une remise à niveau. Ceux qui n'ont rien à cacher n'ont rien à craindre. » Sous sa supervision, les tables furent alignées, les armes démontées, les radios ouvertes. La lumière artificielle découpait chaque mouvement dans une tension palpable. Un technicien militaire, dépêché de la base voisine, inspectait les circuits. À la 3e radio, il leva les yeux. Celle-ci a été trafiquée. Circuit modifié, émetteur ponté. Un frémissement parcourut les rangs. Dana s'approcha, croisa les bras. « Ce modèle appartient à qui ?» Silence. « Je répète, à qui ?» Rodriguez leva la main, lentement. « Elle était déjà comme ça, commandant. »« Vraiment ?»« Parce que la soudure est fraîche. Hier soir, à 22h. » Le sergent détourna le regard. Rodriguez pâlit. Rove fit un pas pour s'interposer, mais Dana leva la main. « Ne bougez pas. Vous allez juste empirer votre cas. » Elle ordonna que la radio soit mise sous scellé. D'autres anomalies suivirent, des chargeurs inversés, des piles usées, remplacées par des neuves sans registre, des goupilles d'armes d'exercice limées pour faciliter les démontages rapides, une hérésie en sécurité d'armement. Chaque détail parlait d'un encadrement complaisant, d'un climat où la bricolerie était devenue norme. Quand tout fut consigné, elle prit la parole, d'une voix si basse que chacun dut tendre l'oreille. « Ce que vous avez construit ici n'est pas une équipe, c'est une meute, et une meute sans alpha tue d'abord les siens. » Rowe serra les poings, ses yeux lancèrent des éclairs. « Vous n'êtes pas des nôtres, » cracha-t-il, « vous venez d'un autre monde. »« Oui, » répondit-elle, « d'un monde où les ordres ne se négocient pas à coups de blagues, où on respecte ceux qui rentrent dans un cercueil plié sous le drapeau. » Elle sortit alors un badge métallique, discret, usé, celui des Marine Raiders. Le silence fut immédiat, même le sergent resta bouche close. « Vous vouliez savoir qui je suis ?» dit-elle. « Vous le savez maintenant. Je ne suis pas ici pour me justifier, mais pour comprendre pourquoi ce fort, qui devrait former des soldats, fabrique des enfants dangereux. » Puis, s'adressant au sergent, « Il y a... À partir de maintenant, vous coopérez. Le commandement a ordonné une inspection complète. » Il baissa les yeux. La bataille d'autorité était terminée. Avant de les libérer, elle ajouta « Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il le dise maintenant. La porte reste ouverte ce soir. Après, elle se refermera pour de bon. » Personne ne parla. Mais quand elle quitta le hangar, elle vit, dans le reflet de la vitre, Rook s'avancer lentement vers le centre du groupe. Il posa ses gants, fixa Rowe droit dans les yeux et murmura « Tu sais très bien ce que t'as fait. » Le sergent détourna la tête.
Dana, dehors, sentit le vent changer. L'inspection venait d'ouvrir la vraie fracture, celle qui ne se soigne pas avec un rapport. À l'aube, le hangar résonna du cliquetis des boîtes scellées. Le technicien consigna la chaîne de possession, pièce par pièce, pendant que Dana menait les entretiens, porte close, un cadet à la fois. Elle posait des questions brèves, factuelles, sans haussement de voix, et laissa le silence faire son œuvre. Le silence, ici, pesait plus que n'importe quel cri. Les premières heures ne livrèrent que des demi-vérités. On savait pas. C'était déjà comme ça. Un test, rien de plus. Elle notait les réponses, repérait les contradictions. À la troisième déposition, 2 lignes temporelles entraient déjà en collision. Rodriguez situait une réparation de radio à 20h10. Dunbar jurait que Rodriguez était avec lui au mess à cette heure-là. À 09h17, elle demanda les enregistrements de la cantine. Les badges d'accès contredisaient les deux. Le technicien souleva alors une goupille d'armes d'exercice, métal limé, bornette. Il la plaça sous la lampe UV. Un voile bleuté révéla la même peinture que celle de ses marqueurs. Sur 2 chargeurs, des traces identiques et des empreintes partielles dans la graisse. Elle fit photographier l'ensemble, puis aligna les pièces sur la table, numérotées. « Ce ne sont pas des erreurs, » dit-elle au sergent, voix bascule. « Ce sont des actes. » Le visage du sergent se referma. Il n'essaya plus de temporiser. À 10h30, selon la procédure, il appela le bureau du commandant d'école. À 11h15, un officier enquêteur arriva, épaulé par un adjudant. On posa 3 scellés rouges. Les regards s'alourdirent. Quand Rove entra pour sa déposition, il joua l'assurance. Épaules carrées, mâchoire crispée, phrase courte. Dana ne l'attaqua pas. Elle posa devant lui une feuille plastifiée, photo de la balise, soudure fraîche, horodatage. Puis la vidéo récupérée du téléphone tombait au stand. On l'entendait rire, ajuster une épreuve pour voir qui tient. Il se raidit, chercha l'échappatoire. C'est sorti de son contexte. Le contexte, c'est une section sous votre influence qui faillit commettre un tir fratricide, répondit-elle. Le contexte, c'est Rook à terre et un canon qui dérive. Vous pouvez discuter les mots, pas la trajectoire. Rowe se mura dans le refus. L'officier l'interrompit, sec, fit lire l'ordre de mise aux arrêts provisoires pour entrave à l'enquête et mise en danger. On lui passa les menottes souples, sans un bruit. Dans le hangar, la section détourna les yeux. La honte, enfin, avait une forme. Dunbar suivit. 3 contradictions en 5 minutes, puis une fissure. Il admit avoir aidé pour mettre la pression, sans imaginer que ça irait si loin. Elle ne serra pas la vis, elle posa la dernière pièce. La radio pontait. Il blêmit, raconta la soirée, balbutia un nom qu'il tenta de rattraper. Trop tard. L'instructeur d'armes, celui aux yeux fuyants, fut convoqué à son tour. Face aux traces, au registre bricolé, à une signature qui n'était pas la sienne mais son stylo, il s'effondra à demi. Je voulais qu'il se dépasse. Suspension immédiate, retrait de carte, escorte à l'extérieur. La bascule morale ne fit pas de bruit. Elle passa dans la section comme un courant froid. Les blagues cessèrent d'elles-mêmes, les épaules s'abaissèrent. Les plus bruyants rentrèrent le menton. Rook resta en retrait, regard fixé sur la table des scellés, comme pour s'imprimer la leçon sur la rétine. Alors Dana changea de registre. Plus de trac, reconstruction. Elle rassembla les présents au stand. Sa voix perdit le métal, gagna en grain. Vous avez été séduit par une idée simple et toxique, que l'autorité se prouve en bousculant les autres. L'autorité ne bouscule pas, elle protège. À partir de maintenant, on rebâtit. Sécurité, communication, service. Bloc 1, sécurité d'armes. Elle reprit depuis 0. Contrôle croisé, chambre visuelle et tactile, cycle d'armes, drill, canon sol. Quand la confusion monte, index haut par défaut, binôme responsible. Elle ne laissa passer aucun geste approximatif. Chaque erreur était corrigée sur place, sans humiliation, jusqu'à ce que le mouvement devienne propre. Bloc 2. Communication. Elle imposa des check-in temps, codifia les transmissions, bannit l'ornement, exigea le retour d'infos en une phrase, pas une de plus. Elle fit simuler des pannes radio, rota les chefs d'équipe, donna la parole aux plus silencieux. Rook prit naturellement le relais des comptes rendus, sa précision devint étalon. Bloc 3, leadership de service. Elle força les meneurs restants à servir les autres, porter la civière, remplir les gourdes, nettoyer le pas de tir. Le chef passant dernier,
répéta-t-elle, démonstration à l'appui, en se plaçant elle-même en fin de file aux messes. Les premiers jours, les regards hésitèrent, puis l'évidence s'imposa. L'air changea, plus respirable. Le soir, elle ouvrit la salle de briefing pour un Q&R. Pas de grade, pas de micro. Juste des chaises. Les questions tombèrent, timides d'abord, puis nettes. Peur de mal faire, honte, colère contre Rove, colère contre eux-mêmes. Elle ne distribua pas d'excuses, encore moins de discours héroïques. Elle parla perte, souvenirs non prononcés à voix basse, et de la dette qu'on a envers ceux qui ne sont pas revenus. Les épaules se redressèrent autrement. Le lendemain, le rituel prit. Avant d'entrer au stand, chacun prononça à voix basse « Sécurité, coms, service ». Pas un slogan, un garde-fou. Au premier exercice, la section sombra presque dans ses travers. Elle coupa net, fit reprendre, encore et encore, jusqu'à ce que l'alignement tienne. À midi, le technicien rendit un rapport intermédiaire. Anomalie confirmée, mesures correctives en cours, coopération satisfaisante. Au retour des inspections, Dana trouva sur sa table une lettre écrite d'une main hésitante. « Je me rends. » Pas de signature, seulement 1 heure et un lieu, la salle radio, 21h. Elle la replia, la glissa dans sa poche. Ce n'était pas la victoire, juste la preuve que la meute commençait à comprendre la différence entre couvrir un pote et sauver une unité. À 21h, la salle était vide. Puis une silhouette entra. Casquette basse, main tremblante. Il posa un chargeur marqué, un laser non autorisé, puis releva les yeux. Je voulais juste qu'elle... Il n'acheva pas. Dana ne le coupa pas. Elle prit les objets, les scella, nota l'heure. Tu vas tout écrire. Tu vas assumer. Et demain, tu serviras l'équipe du pas de tir. Première arrivée, dernier parti. Il hocha la tête, les yeux rougis. Elle n'ajouta rien. Dans le couloir, le fort respirait plus lentement. Cette nuit-là, pour la première fois depuis le début de l'enquête, le silence de Fort Branson ne sonnait plus comme une menace. C'était une trêve fragile, assez longue pour que le jour suivant ait une chance d'exister. L'aube suivante, un vent glacé siffla entre les baraquements. La room to room commençait, l'épreuve la plus exigeante du cycle. Un parcours de combat intérieur, chronométré, structuré en séquences, entrée, contact, extraction d'un blessé, triage, évacuation. Sous la pluie fine, les cadets attendaient, tendus, les mains moites qui miaxent sur les crosses. Le hangar avait été transformé en labyrinthe de cloisons et de fumée. Les haut-parleurs diffusaient un bourdonnement constant de sirènes et de cris enregistrés. Dana observait, depuis la passerelle métallique, casque de communication vissé sur les oreilles. En bas, la section Delta formait un bloc serré. Rook tenait la tête. L'air vibrait d'une tension pure, celle qui précède la vérité. Début du test. Top chrono. La première porte vola. Entrée nette. 2 silhouettes franchirent à l'ouverture. Tir simulé. Zone claire. Annoncée. Dana suivait chaque geste, chaque respiration. La fluidité revenait, le chaos des premières semaines s'était mué en une précision presque mathématique. Mais le test n'était pas conçu pour récompenser la mémoire. Il devait casser l'automatisme, briser la routine et révéler ce qui reste quand tout se délite. À la 4e pièce, une simulation radio tomba en panne. Silence dans les oreillettes. Rook hésita, puis passa au protocole d'urgence. Signaux manuels, communication par geste. Le groupe suivit, sans panique. Dana nota. Réaction propre, calme, coordination préservée. C'est alors qu'elle lança le premier inject. Un bruit de blessés, cris dans le couloir. L'un des cadets accourut, découvrit un mannequin sanglant. Il voulut l'ignorer. Rove, toujours sous surveillance disciplinaire, intervint d'un ton ferme. On ne laisse personne derrière. Extraction. Dana marqua un temps. Il n'y avait plus d'arrogance dans sa voix, juste du devoir. L'équipe s'organisa, brancard improvisé, porte dégondée, poids équilibré. Dans la pénombre, ils avançaient lentement, méthodiques, sous la pluie de sons d'explosion factices. Les muscles tremblaient, mais personne ne lâchait. Deuxième inject, fumée opaque, odeur chimique. Rook perdit la vision, sa respiration accéléra. Dana vit sa main trembler sur la gâchette. Elle parla doucement dans la radio. Respire. Cherche le son, pas la forme. Il inspira, reprit le contrôle. L'équipe se reforma, progression maintenue. À la dernière salle, les alarmes hurlèrent. 3 silhouettes surgissaient des angles. Opposants simulés.
Ro, encore lui, prit la décision. Fumigène, repli partiel, je couvre. Son geste fut impeccable, pas de précipitation, pas de bravade. Dana le regarda, étrangement émue. Le garçon qu'elle avait plaqué dans la poussière était devenu, en quelques semaines, un soldat capable de protéger les autres, au lieu de prouver sa force. Le chrono s'arrêta. Silence. Le brouillard se dissipa lentement. Les cadets restaient immobiles, haletants, les mains encore crispées. Dana descendit les marches, ses bottes résonnant sur le métal. Section Delta, au rapport. Rook s'avança, la voix rauque. Mission accomplie. Blessé extrait, communication rétablie, perte 0. Temps demanda-t-elle au technicien. 42 minutes 30, record du trimestre. Un murmure parcourut la salle. Pas de cris, pas de célébration. Juste un épuisement dense, lourd de sens. Dana balaya le groupe du regard. Ce que vous venez de faire, dit-elle, ce n'est pas de la perfection, c'est de la maîtrise. Vous avez tenu parce que vous avez cessé de jouer, parce que chacun a fait confiance à l'autre. Elle marqua une pause, observa Rowe, puis Rook. Et c'est ça, la vraie victoire. Pas la vitesse, pas la gloire, le contrôle, le calme quand tout autour s'effondre. Les cadets acquiescèrent, certains hochant la tête, d'autres fixant le sol pour masquer l'émotion. Le sergent, resté en retrait, s'avança à son tour. « Commandant, je crois qu'ils ont compris. » Elle répondit sans sourire. « Non, sergent, ils commencent à comprendre. » Elle leva le regard vers la verrière. La pluie s'était arrêtée. Un rayon de lumière traversait la brume, tombant sur les visages épuisés. Dans ce silence suspendu, il n'y avait plus ni honte ni peur, seulement la trace tenace d'une renaissance. Et quand la sirène de fin retentit, personne n'applaudit. Ils restèrent simplement debout, dans la poussière et la sueur, conscients que quelque chose s'était déplacé, profondément, irréversiblement. Ce jour-là, pour la première fois depuis le début, la section Delta ressemblait à une unité. Pas parfaite, mais digne. Le lendemain, la salle de débriefing baignait dans une lumière pâle. Les chaises donc formèrent un cercle, les visages des cadets fermés, fatigués, encore imprégnés du bruit des tirs simulés. Dana entra sans cérémonie, posa un dossier sur la table et resta debout. Son regard se promena d'un visage à l'autre, lentement, sans colère ni satisfaction. Ce test, dit-elle, n'était pas seulement un exercice tactique, c'était un miroir. Et certains d'entre vous n'ont pas aimé ce qu'ils y ont vu. Un silence épais suivit. Rowe, au premier rang, baissait les yeux. Le sergent restait en retrait, les bras croisés. Dana poursuivit. « Je pourrais vous parler d'amélioration, de discipline retrouvée, de records battus. Mais la vérité, c'est qu'aucune note, aucun score ne vaut ce qui s'est passé hier. Vous avez appris à ne plus confondre force et domination. Vous avez compris que la peur n'est pas une faiblesse, et surtout, que le respect n'est pas une récompense, mais un devoir. » Elle ouvrit le dossier. Des feuilles, signées, classées. Le commandement a pris sa décision. L'instructeur responsable des falsifications est suspendu définitivement. Dunbar et Rodriguez recevront des sanctions disciplinaires, mais resteront dans le programme sous supervision. Quant à Rowe, elle marqua un silence. Le garçon leva enfin les yeux, les traits tirés. Il n'y aura pas d'exclusion. À la place, vous rejoindrez la cellule sécurité et formation. Vous serez chargé d'enseigner les protocoles d'armes aux nouvelles recrues pendant 3 mois. Et vous signerez chaque session de votre nom, pour leur rappeler d'où viennent les erreurs. Un murmure de surprise parcourut la salle. Rowe cligna des yeux, incrédule. « Vous ne me renvoyez pas ?»« Non, » répondit-elle calmement. « Les fautes ne s'effacent pas. Elles se réparent. À vous de choisir si cette réparation sera utile ou honteuse. » Il hocha lentement la tête. L'orgueil s'était éteint, remplacé par une gravité nouvelle. Elle se tourna vers le reste du groupe. « Ce que vous avez traversé ici, personne ne le saura à l'extérieur. Il n'y aura ni médaille, ni discours. Ce que vous emporterez, c'est invisible, une conscience plus aiguë de ce que coûte la désinvolture, de ce que valent les vies autour de vous. » Rook leva la main. « Commandant, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ?» Continuez, en silence, jusqu'à ce que le respect devienne réflexe. Elle referma le dossier, le posa sur la table, puis, dans un geste lent, elle retira de sa poche un insigne métallique. Le badge des Marine Raiders, terni par les années, gravé de sel et de sable. Elle le fit tourner entre ses doigts,
puis le posa devant eux. J'ai porté ça dans des endroits où personne ne voulait être. Et je n'ai jamais oublié une chose, la vraie autorité, c'est celle qu'on vous confie, pas celle qu'on arrache. Si un jour vous commandez, souvenez-vous de ce moment, de cette pièce, de cette poussière. Elle tourna les talons. Personne n'osa parler, son pas résonnait dans le couloir, lent, mesuré. Arrivé dehors, le vent souffla sur le terrain de drill, le même où, quelques semaines plus tôt, un pistolet factice avait déclenché une guerre silencieuse. Aujourd'hui, les cadets s'entraînaient sans un mot de travers, geste net, regard droit. Rove, en bord de piste, donnait des instructions à 2 nouveaux arrivants. Rook corrigeait un mouvement de sécurité. Dana les observa un instant, sans intervenir. Puis elle quitta le terrain, ses bottes s'enfonçant dans la boue sèche. Sur la clôture, un drapeau claquait dans la lumière. Les cordages grinçaient, rythme régulier, presque apaisant. Elle inspira profondément, sentant la fatigue retomber, le poids des semaines s'effacer doucement. Dans son rapport final, elle écrivit seulement une phrase. Mission accomplie. L'unité respire. La force a changé de visage. Elle glissa le dossier dans l'enveloppe scellée, apposa sa signature, puis sortit du bureau. Derrière elle, Fort Branson reprenait vie, non plus comme un camp d'orgueil, mais comme un lieu de transmission. Et dans le vent, au-dessus des cris d'entraînement, flottait un silence différent, pas celui de la peur, celui du respect retrouvé.